You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Au micro, Cristina Rosati de l'autre côté de la vitre. Je suis contente de retrouver les fidèles Mohamed. Bonjour Momo. Oui, bonjour Cristina, ainsi qu'à toutes les auditrices. Et bienvenue sur notre émission de Vivre avec le VIH et comment essayer de mieux vivre avec surtout. Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter aujourd'hui Sarah, stagiaire au comité des familles. Bienvenue Sarah. Merci, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a encore le grand plaisir de retrouver notre Christian depuis Nîmes au téléphone. Bonjour Christian. Oui, voilà, bonjour à tous nos fidèles auditeurs, à tous les panélistes qui sont bel et bien là. Et éventuellement, je profite, n'est-ce pas, de cet automne qui vient avec son froid et n'est-ce pas, et ses différentes pluies pour donner beaucoup de courage à ceux et celles qui continuent à vivre dans la rue et de leur dire de rester forts. Et je n'oublie pas cette association qui m'a beaucoup porté, Aurore, je les salue. Merci Christian, plaisir. Au sommaire cette semaine, retour sur les Ségur de la santé. Vous vous en rappelez, c'était annoncé le 17 mai 2020 par le ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, en pleine crise sanitaire due au Covid-19, mais aussi après 2-3 ans de grande mobilisation de personnel médical et soignant. Du coup, le Ségur de la santé a été en consultation des acteurs du système des soins français qui s'est déroulé du 25 mai 2020 au 10 juillet 2020. Juste avant les vacances d'été, du coup, le gouvernement a adopté certaines mesures qui sont sorties de cette consultation. Et maintenant, quelle est la situation? Nous ferons les points avec l'Union syndicale de la psychiatrie, passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Comme d'habitude, pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur notre site comitédesfamilles.net. Nous avons également notre Twitter VIH Radio et notre page Facebook. Et je donne la bienvenue à Delphine Glachon, qui est présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie. Elle est praticienne hospitalière en psychiatrie ou CH spécialisé les Murets en Val-de-Marne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir au sein de votre radio. C'est un plaisir. On aime beaucoup parler de psychiatrie, même si vous savez que cette émission s'appelle Vivre avec les VIH, mais on trouve que c'est une branche qui est souvent oubliée et ça nous intéresse énormément. Déjà, je voudrais vous demander, Madame Glachon, si vous pouvez un peu nous présenter votre parcours. Vous été élue présidente au syndicat il n'y a pas très longtemps. Effectivement, je suis présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie depuis la fin mars, en plein confinement. Le principe de ce syndicat est d'avoir une présidence tournante obligatoire. Voilà, c'est notre principe démocratique. Tous les 3 ans, on change. Donc, voilà, j'ai repris du service dans ce syndicat depuis l'élection de Macron parce que ça m'a été insupportable. Et j'ai été entrée déjà à la fin de mon internat. Et voilà, maintenant je suis présidente et je vais essayer de porter les valeurs du syndicat pendant 3 ans. Un syndicat qui se préoccupe particulièrement de la psychiatrie et un peu moins des psychiatres, contrairement à d'autres syndicats
professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez mieux nous expliquer ça? Nous sommes très préoccupés des conditions de prise en charge des patients dans notre discipline. Donc, il y a un certain nombre de valeurs que nous voulons défendre plus que tout. Comme un humanisme dans les soins, les droits des patients, également la défense des conditions de travail, mais de tous, pas des psychiatres, puisque bien évidemment le soin en psychiatrie se fait en équipe pluriprofessionnelle. Donc voilà. Oui. Et vous étiez élu du coup en pleine crise Covid et aussi juste quelques mois avant le lancement du Ségur. Déjà, est-ce que vous avez participé à cette table, à ces rencontres du Ségur? Alors non, je n'y ai pas participé moi-même, mais par contre, mon intersyndicale y a participé. C'est-à-dire que l'USP fait partie d'une grande intersyndicale qui s'appelle la CPH et la Confédération des praticiens hospitaliers, qui était invitée à la table du Ségur. Donc à ce titre-là, j'en avais bien évidemment des retours. Il y avait un certain nombre de réunions qui étaient organisées avec cette confédération et d'autres organisations, puisque en fait, ça fait, comme vous le disiez dans votre introduction, ça fait un moment que de nombreux syndicats et collectifs sont mobilisés pour défendre le système de santé publique. Et donc, voilà, les revendications, il y avait quand même des revendications fortes qui étaient portées. Et voilà, je faisais pleinement partie de ce mouvement-là, aussi d'ailleurs, en tant qu'une des représentantes du mouvement Printemps de la psychiatrie. Voilà, un autre collectif qui est au travail en ce moment pour défendre une psychiatrie humaniste. On va revenir sur les printemps de la psychiatrie aussi, c'est quelque chose que ça nous intéresse. On a parlé ici à l'antenne et aussi on a suivi les différentes manifestations en défense de l'hôpital public. Toutes les fois qu'on a pu, on y était aussi sur le terrain. Et du coup, vous avez participé à ces Ségur qui a porté des résultats juste avant les vacances. Est-ce que vous êtes satisfaite? Ah non, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'en suis pas satisfaite. Nous n'en sommes pas satisfaits. Alors, bien évidemment, on ne peut pas nier l'avancement des salaires pour un certain nombre de personnels. Ça n'est pas rien de toucher 10% en plus de salaire. Malgré tout, c'est bien en deçà de ce qui était demandé par tous depuis des mois. C'est-à-dire, il était demandé 300 € par mois en plus, net. Donc là, le compte n'y est pas. Mais en dehors de ça, non, on a beaucoup d'inquiétudes à la suite de ce Ségur, parce qu'il y avait 4 volets dans ce Ségur, l'un sur les revalorisations des carrières, et les 3 autres portaient sur la gouvernance hospitalière, le financement de la santé et le maillage territorial, et les usagers. Et sur le financement, la T2A n'est pas clairement remise en question, alors qu'elle est quand même dénoncée depuis un certain temps, et particulièrement ces derniers mois par tous les acteurs de la santé. Je rappelle, la T2A, c'est la tarification à l'activité. C'est un système de financement de l'hôpital public en médecine, obstétrique, chirurgie, qui existe depuis 10-15 ans. Et bon nombre d'acteurs le pointent comme un facteur essentiel de détérioration de la qualité des soins, de leurs conditions de travail aussi.
Voilà, donc il y a ce volet financement. Bon, en psychiatrie, on pourra peut-être y revenir. On est particulièrement inquiet aussi de cette question-là parce que ça n'apparaît pas vraiment. Enfin, si, ça apparaît dans le Ségur, dans le sens où il est dit nous allons continuer les travaux en cours sur la réforme du financement de la psychiatrie, et ces travaux sont très inquiétants. Donc, je vous en détaillerai peut-être quelques aspects tout à l'heure. Voilà. Après, il y avait un volet gouvernance où finalement il y a très peu de changements, si ce n'est oui, renforcer peut-être la place du médecin. Alors, ça avait été dénoncé depuis la loi HPST, donc c'est pas mal que le médecin puisse remettre un orteil là-dedans, mais c'est quand même dans des logiques qui restent celles de l'hôpital-entreprise, où de toute façon, c'est toujours le directeur qui a le dernier mot. On est poussé à la performance, les médecins doivent faire du management, etc. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que l'on entend transformer l'hôpital public et remettre de la démocratie dans cette gouvernance. Par exemple aussi, enfin, la place des usagers dans la gouvernance, elle ne bouge quasiment pas. La place des personnels non médicaux, qui est essentielle aussi, elle est réduite à presque rien. Enfin, voilà, donc... non, c'est inquiétant. C'est quand même le Ségur de la santé, c'est la confirmation d'un virage, d'une bascule publique-privée, en fait, du système de santé. Aussi bien, très clairement, ça a été dit, les hôpitaux publics vont très probablement basculer sur des statuts d'ESPIC, donc qui sont intermédiaires entre public et privé. Pur, et même dans tout ce qui est qui est en rapport avec justement les ressources humaines à l'hôpital, c'est le détricotage des 35 heures. Il y a une espèce de libéralisation du code du travail quand même, avec le renforcement des journées de 12 heures, plein de choses, mais tout ça est inquiétant. En fait, si on revient du coup aux manifestations bien avant les Ségur de ces dernières années, là vous êtes en train de dire toutes les choses qu'on entendait dans la rue, criées par les personnels soignants, par les médecins, par les psychiatres, parce qu'il y avait beaucoup de psychiatres dans la rue. Toutes ces choses-là, en fait, ils n'ont été pas du tout pris en compte, j'ai l'impression. Mais par exemple, il y a quelque chose que c'était une revendication qu'on entendait dans la rue, cette ouverture des lits, des nouveaux lits. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette partie? Parce que si j'ai bien compris, c'est prévu l'ouverture de 4000 nouveaux lits, mais à la demande. Est-ce que... Oui, alors effectivement, ça faisait partie d'une revendication forte des syndicats et collectifs depuis ces 2 dernières années. Mais 4000 lits à la demande, c'est pour faire face à l'épidémie de grippe de l'hiver prochain. L'épidémie de Covid aussi, qui est en cours. Donc c'est pas du tout ça qui va modifier la façon de prendre en charge globalement les patients. Il y a eu depuis des années des fusions de services, des fusions d'hôpitaux, des regroupements qui s'appellent les groupements hospitaliers de territoire. Enfin, tout a été fait pour que l'hôpital soit plus efficient, c'est-à-dire plus rentable économiquement. Enfin, le rapport qualité-coût soit réduit soit le plus performant. Sauf que ça implique aussi des services avec peu d'hospitalisation, des patients qui restent hospitalisés le moins longtemps possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'ambulatoire. Je ne veux pas non plus paraître comme rétrograde et revenir à ce qu'on vivait il y a 30 ans, mais
C'est toute une logique de rendement, en fait, qui n'est pas compatible avec le soin. Et si on veut rentrer un peu plus dans les détails de la psychiatrie, comment vous voyez du coup le futur? Alors, le futur de la psychiatrie, il est sombre. Ça fait depuis 2018 qu'il y a des grèves en psychiatrie. Certaines ont été très dures, on les a citées plein de fois, mais j'ai envie de le refaire parce que c'était pour rendre hommage aussi à ces personnes qui se sont beaucoup mobilisées à l'hôpital du Rouvray à Rouen. Donc, on fait une grève de la faim. À l'hôpital du Havre, les Perchés, l'hôpital d'Amiens, des hôpitaux aussi de Paris, dans le groupement hospitalier universitaire de Paris, à Niort, dans plein d'endroits. Donc, ce qui se passe en psychiatrie, c'est assez terrible. Ça fait longtemps que ça dure. Déjà, nos budgets ont été réduits depuis plus de 15 ans, en deçà de ce qui a été donné non seulement à la médecine en général, mais également à la psychiatrie libérale, par exemple. Donc la psychiatrie hospitalière souffre beaucoup. Les orientations voulues par le gouvernement actuellement, elles transparaissent d'une part dans le rapport qui a été fait en septembre dernier sur la psychiatrie, où il est question d'en finir avec la politique de secteur déjà. Là encore, de s'appuyer beaucoup plus sur le privé, alors que ça fait des années déjà que des hôpitaux de jour ont ouvert dans le privé. Là, il va y avoir aussi de l'ouverture à la consultation d'urgence, etc. Enfin, des tas de choses comme ça. Il y a un problème énorme en psychiatrie d'effectifs. Alors pourquoi je dis ça? Parce que un de nos outils, c'est ce qui permet de soigner en psychiatrie, c'est avant tout la relation humaine. Et pour ça, il faut du temps. Il faut vraiment du temps et des temps informels dont on ne peut pas dire à l'avance « là, ça soigne ». Mais c'est simplement s'asseoir à côté de quelqu'un, discuter un peu, même du temps qu'il fait. C'est prendre le temps de rencontrer l'autre. Et tout personnel confondu, on n'a plus de temps en psychiatrie parce que nos effectifs soit ont été très asséchés, soit sont restés constants avec une demande de soins très croissante depuis des années. Donc on a besoin de moyens en psychiatrie, d'effectifs, de formation, parce que il faut faire le constat aussi d'un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout en psychiatrie, parmi lesquelles le virage sécuritaire qui a pris le pas sur l'accueil et donc le problème de l'isolement, la contention, etc., les services fermés. Récemment, Adeline Hazan a sorti son rapport de fin de mandat puisqu'elle est donc elle était contrôleur général des lieux de privation de liberté jusqu'à juillet ou juin, je ne sais plus. Et donc, elle a sorti un rapport très intéressant sur toutes les dérives liberticides qui ont lieu à l'hôpital public. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose plein de choses. En mettant le droit des patients au cœur de la transformation du système. Donc, ce qu'elle propose, ça implique beaucoup de moyens aussi. Voilà. Alors, on va revenir sur plusieurs choses que vous avez dit. C'est très intéressant. On a commencé à mettre un peu les bases de notre discussion. Je voulais savoir si Christian de Nîmes, il a déjà une première réaction. Je remerciais
Delphine pour son intervention et de tout ce qu'elle a dit. Et heureusement qu'ici, il y a les psychiatres. On a la possibilité de les rencontrer et ils peuvent, à leur niveau, essayer de résoudre un certain nombre de problèmes mentaux. Mais la question que je voulais juste poser à cette dame était de savoir, hein, puisqu'elle travaille dans le domaine de la santé mentale, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans son activité professionnelle de manière concrète et de manière concrète liée, n'est-ce pas, à la Covid-19 et quelles difficultés elle rencontre aussi, n'est-ce pas, pour assurer la continuité des soins en cette période. Donc, si je peux juste m'arrêter là, je pourrais revenir parce que vraiment, je l'écoute attentivement. Hein. Nous, au pays, en fait, quand je parle du pays, je veux parler de l'Afrique, du Cameroun. Nous, on fait plus confiance aux féticheurs. Chacun a son petit marabout, chacun a son petit diseur de bonne aventure. Et on croit à ces personnes Dieu comme fer et ici, c'est tout autre chose. Donc voilà. Merci Christian. Oui, alors je vais vous répondre là-dessus. En fait, moi, j'ai vécu plutôt une expérience positive de la crise de la Covid en psychiatrie, dans le sens où ça nous a beaucoup mobilisés, toute l'équipe de soins. Et aussi bien dans l'hôpital que pour les soins ambulatoires. Et donc, on a fait plein de choses pour justement éviter qu'il y ait rupture de lien avec les patients qu'on suivait. Parce que, comme vous le savez peut-être, les centres de consultation ont réduit leur activité au minimum, donc juste dans l'accueil des urgences ou des patients qui allaient très mal. Les hôpitaux de jour ont fermé, ainsi que les CATTP, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Donc, évidemment, il n'était pas question de perdre le contact avec toutes les personnes qu'on suivait, d'autant plus que pour un bon nombre de gens, cette crise a été extrêmement angoissante. Donc, on a créé des outils pour rester en contact, liste WhatsApp, émission de radio, justement, puisqu'on a une radio au sein du service. Il y a eu le développement, en tout cas un nombre croissant de visites à domicile, d'autres formes de rencontres. Et ça a plutôt assez bien fonctionné. À l'hôpital aussi, on avait des contraintes à respecter, bien sûr, mais voilà, on n'a pas été toujours aussi rigide que la cellule de crise nous le demandait. Donc, on a continué à travailler un peu en groupe, en se tournant un peu à distance. Mais on a fait beaucoup de choses et notamment, ça faisait beaucoup appel à la créativité de tous, soignants et patients. Et également, on a un peu rabattu les cartes au niveau du statut de chacun, c'est-à-dire que tout le monde a mis la main à la pâte pour aider, y compris dans des tâches auxquelles on n'est pas habitué. Moi, j'ai servi à table le repas, voilà, c'était sympathique. D'autres assistants sociaux allaient acheter les cigarettes alors que c'était pas leur job habituellement. Bon. Voilà. Alors ça, c'était l'expérience positive dans mon service et donc qui se réfère quand même à la psychothérapie institutionnelle. Et je pense que dans les services qui avaient des bases solides, où il y avait déjà du travail de fait comme ça a bien fonctionné. Par contre, j'ai entendu que dans d'autres services, ça avait été absolument terrible parce que des patients, déjà tous les patients étaient confinés dans leur chambre. Et quand je dis confinés, ça pouvait être
fermés à clé, ce qui a été d'ailleurs dénoncé par Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Voilà, il y a des services où tout s'est arrêté, où les soignants angoissés eux-mêmes ont un peu déserté leur poste. Enfin, c'est très inégal en fait ce qui s'est passé. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas eu ce qu'on craignait, une espèce de vague de décès des patients en soins psychiatriques, parce que c'est quand même des patients assez vulnérables sur le plan physique. Donc on avait peur de ça, d'autant plus qu'on n'a pas été doté dès le début du bon matériel. La psychiatrie est passée après d'autres endroits, peut-être avant les EHPAD, mais après la médecine, ça c'est sûr. Voilà, c'était... Alors oui, une autre chose où là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand même, c'est en pédopsychiatrie. Parce que... il y a des équipes aussi qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour maintenir le lien, et même des entretiens au bas des immeubles, d'essayer de rencontrer coûte que coûte les parents, mais c'était quand même plus compliqué, notamment aussi, les parents pouvaient être même inquiets de ces contacts, etc. Ça joue beaucoup, donc il y a des enfants il y a beaucoup d'enfants qui étaient pris en charge dans des instituts médico-sociaux qui ont dû retourner chez eux. C'est compliqué pour tous, pour eux, pour leurs parents. Et du coup, pour eux, il n'y a pas eu de soins pendant des semaines. Il y a même eu des enfants qui étaient placés dans des centres comme ça parce que aussi dans des situations un peu de suspicion de maltraitance à domicile et qui ont dû retourner à domicile, des choses complètement folles en fait. Donc du côté de la pédopsychiatrie, c'est plus inquiétant, sans compter aussi le fait que pour les enfants, cette grande crise sanitaire, elle amène aussi, elle les a beaucoup perturbés dans leur rythme à cause de l'école, l'école à la maison, et ça les a beaucoup inquiétés. Oui, effectivement, c'est un aspect qu'on a plutôt touché aussi dans notre émission, celle des enfants. Christian, tu voulais intervenir ? Tout à fait, je voulais ajouter que, en fait, étant donné que la crise du Covid 19 a plongé plus d'un million d'entreprises dans soit l'équivalent de 13,3 millions de salariés dans une situation de chômage partiel entre le 1er mars et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que en tant que psychiatre, vous vous rapprochez de ces différentes entreprises pour connaître un peu leur état d'esprit, ou alors est-ce qu'ils essayent de vous contacter? J'ajouterai aussi que les travaux du Ségur, n'est-ce pas, de la santé ont permis de négocier avec l'ensemble des représentants syndicaux et professionnels des engagements forts de revaloriser pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que les EHPAD. Est-ce que vous, pour le cas aussi des EHPAD, des personnes qui vivent dans ces différents établissements, qu'est-ce que fait, que peut-on faire, la psychiatre que vous êtes ou votre association à ce niveau-là? Alors, par rapport à la première partie de votre question, est-ce que les professionnels de la psychiatrie se rapprochent des entreprises? Non, je pense pas. Par contre, les centres de consultation que nous avons, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, sont bien évidemment ouverts à toute personne qui en fait la demande. Et effectivement, les conditions économiques qui touchent déjà beaucoup de monde, cette précarité qui va arriver, l'incertitude sur l'avenir, etc., la maladie elle-même, tout ça, ça génère énormément
d'anxiété, d'angoisse, voire plus, hein, parce qu'on a vu des gens décompensés même sur un mode soit mélancolique, soit délirant, enfin, par rapport à cette maladie. Donc on est ouvert à l'accueil de ces personnes, mais après, c'est toujours la question des moyens, c'est-à-dire des listes d'attente, etc. Et voilà. Mais je dois dire que je ne crois pas que la psychiatrie publique aille vers les entreprises. Après que les entreprises créent leurs propres dispositifs. Dans le Ségur de la santé, pour ce qui est des mesures concernant la psychiatrie, il est question de 160 postes de psychologues en plus pour les CMP. Il y a 3260 CMP en France, donc vous imaginez le temps que ça fait. Il est question de développer des postes de psychologues. Et alors la deuxième partie de votre question, je me souviens plus. Oui, les EHPAD. Alors, les EHPAD, en fait, dans beaucoup d'endroits, il y a soit des conventions qui sont signées justement entre les centres médico-psychologiques et les EHPAD pour qu'il y ait intervention régulière. Soit il y a aussi, en tout cas des liens, hein, qui font que les EHPAD nous contactent pour soit nous adresser des personnes, soit surtout qu'on se déplace, parce que c'est évidemment beaucoup plus simple pour tous. Un certain nombre d'EHPAD ont des psychologues en leur sein, donc je pense que c'est très important, mais en tout cas, la question des EHPAD nous soucie beaucoup parce que, effectivement, les personnes âgées qui sont privées des liens avec leur famille, ou en tout cas, vu comme les choses se passent en Île-de-France, par exemple, depuis à peu près un mois, il faut à nouveau prendre rendez-vous, vivre on n'a plus le droit d'approcher, de toucher ses parents, etc. C'est horrible en fait. Donc c'est horrible pour les parents, c'est horrible pour les enfants et tous les proches. Et voilà, donc on est très soucieux de ça. Oui. Mohamed, peut-être tu voulais réagir ? Non, je trouvais le témoignage assez intéressant parce que moi je connais un peu, comme je connais un peu la Seine-Saint-Denis, je sais que là-bas dans les centres médicaux et les trucs de soins pour psychiatrie, ils ont des manques criants de moyens, et même si elle disait qu'il y avait eu des coupes dans le budget, il y a quand même des choses qu'il faut voir à côté. C'est comme elle précisait si bien, Delphine, le lien social qu'il y a à côté. Parce que dans ces centres-là, il y a beaucoup d'ateliers et de peinture et de théâtre et des activités. Et ces structures-là, elles ont été fermées, en même temps qu'ils ont fermé les pavillons. Donc c'est un peu désolant de voir que ce lien social, il se dilate comme ça, et que derrière ça, il n'y a pas un renouveau, un relais, quelque chose qui peut faire quelque chose. Et j'ai l'impression que la psychiatrie est délaissée par rapport aux autres corps de maladie, quoi. Je pense, hein. Par rapport à la médecine générale, je pense qu'ils sont passés en dernier. C'est-à-dire ceux-là, c'est un peu comme nous on disait le sida à l'époque, mais eux c'est le même problème dans les maladies mentales où ça dure, c'est parti pour la durée. Le VIH encore, il a un traitement. On peut se dire on vit avec et on tient. Mais la psychiatrie, ça emmène un traitement de longue durée qui demande un suivi, comme elle le précisait. Un suivi. Et justement, je voudrais rebondir sur ça, Mohamed, parce que juste hier, j'ai reçu un communiqué du syndicat des réactions à l'autorité de santé qui, dans un groupe de travail, il parlait des recommandations, des bonnes pratiques concernant la prise en charge pharmacologique. Parce qu'on a parlé, bien sûr, des moyens humains, du temps, mais aussi des médicaments. Pourquoi vous avez réagi de manière dure à ce groupe du travail de l'autorité de santé ? Eh ben, on a réagi ainsi parce que c'est
c'est quand même clairement une approche de la problématique de ces patients qui peuvent être agressifs, agités en service et placés en isolement, une approche qui est médicamenteuse. Alors que si déjà le patient doit être amené en isolement, c'est qu'il y a eu un échec justement de l'accueil, de la relation. Donc, y répondre, cibler la réponse sur le médicament, c'est à côté. Nous, on prône quand même la parole, que c'est dans ce lien-là que les tensions vont s'apaiser et qu'on pourra se passer de l'isolement. Mais qui dit parole dit personnel aussi. C'est vrai que quand les effectifs sont réduits au minimum, quand on doit parer au plus pressé, quand déjà on fait attendre les patients, allez 5 minutes encore, et puis en fait les 5 minutes se transforment en un quart d'heure. Les tensions montent comme ça, on le sait bien. On n'est pas disponible et finalement au bout du compte ça va se transformer en une agitation, un placement en isolement et malheureusement tout le monde l'a, pas tout le monde, mais on l'a intégré. On n'ose plus parler de la culpabilité que ça entraîne chez nous de mettre les personnes en isolement, parce qu'évidemment pour les soignants c'est compliqué. Ça maltraite avant tout les patients, mais ça maltraite aussi les soignants. Donc qu'il y ait usage de médicaments pour les patients qui sont agressifs et agités. Oui, ça, on ne va pas dire qu'il ne s'agit pas de renier l'intérêt des médicaments, mais d'y associer d'autres choses et de commencer par autre chose d'ailleurs. Voilà. On va vers la fin de cette partie dédiée à la psychiatrie. Aujourd'hui, je voulais savoir si Christian, tu aurais une dernière petite question. Oui. Vraiment et nous sommes contents, heureusement, que la psychiatre est là. Vraiment, je veux qu'elle se mette dans la peau des 3 dernières questions que je vais poser rapidement. Sur le plan psychologique, vraiment, parce que le Covid, la Covid a créé une véritable torpeur, une grosse peur, vraiment. Quelque chose de très grave dans les cerveaux des uns et des autres, et dont ils ont peur de tout. Je veux donc, si je suis, aussi ma question, si je suis atteint, quelqu'un se pose cette question, si je suis atteint d'une maladie chronique, est-ce que je peux reprendre mon activité professionnelle de manière normative? Autre question, je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas personne contact à risque. Puis-je me faire tester? Et la dernière, si je suis suivi par un praticien qui ne peut pas pratiquer à distance, par exemple un kinésithérapeute ou un ostéopathe, est-ce que je peux reprendre mes séances normales? Donc voilà. Alors, merci Christian. Après, je pense qu'il y a des questions qui ne concernent pas tout à fait la présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie aujourd'hui. Mais voilà, je vous laisse la parole pour ce que vous pouvez répondre. Oui, voilà, effectivement, je ne serais peut-être pas très, très compétente, mais enfin quand même. Alors, si vous avez une maladie chronique, alors déjà, il faut savoir que la liste des maladies qui permettaient de ne pas aller travailler, ou d'être en télétravail, a été réduite. Donc... il faut aussi reprendre ça, voir si vous faites partie quand même encore des personnes qui sont dites vulnérables. Alors, vous pouvez, d'après moi, reprendre une activité professionnelle si vous pouvez vraiment respecter toutes les mesures barrières, comme on dit, concernant la maladie. Donc, c'est-à-dire évidemment porter le masque,
vous pouvoir être dans des locaux de travail assez larges avec de l'espace autour de vous, des locaux aérés. Voilà, un gros problème qui se pose, c'est les transports en commun. Je ne sais pas comment c'est à Marseille, mais à Paris, les gens sont très serrés dans le métro. Donc ça, c'est aussi une question importante. Voilà. Juste se faire tester en absence de tout symptôme, il faut... Alors, soit il y a des campagnes de tests, donc ici et là, il y a des villes qui organisent ça, ou le département, ou la région, ça peut arriver, c'est bien. Soit il faut passer par le médecin traitant, et c'est lui qui vous fera une ordonnance. En l'absence de symptômes, je ne suis pas sûre qu'il vous la fasse. Sauf si vous avez été avec un cas contact, enfin en contact avec un cas avéré. Voilà. Auquel cas, oui, là, il faut absolument vous faire une ordonnance. On doit vraiment terminer cette partie. Juste une dernière question, un peu bref. Les printemps de la psychiatrie, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, on a parlé à l'antenne, on veut redonner quelques mots et peut-être, est-ce qu'il y a des rendez-vous bientôt du printemps de la psychiatrie ? Oui, effectivement, il y a un rendez-vous des rendez-vous qui approchent. Alors déjà, le printemps de la psychiatrie, il est né en 2018, dans les suites des grèves dont je parlais tout à l'heure. Il regroupe des usagers, des familles, des professionnels, tous confondus, des citoyens, enfin voilà, des gens qui ont connu plus ou moins l'expérience de la psychiatrie. Les rendez-vous à venir, on est en train d'organiser une assemblée générale qui devrait avoir lieu fin octobre ou en novembre. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous préciser la date. Parce que c'est vrai que cette ambiance Covid, c'est pas non plus facile pour organiser des événements. Mais voilà, on va faire une assemblée générale très prochainement. On est là très mobilisé sur la question du financement de la psychiatrie, donc la réforme avec l'introduction dans le financement d'une part d'activité. Ce qui se rapproche de la T2A en médecine, chirurgie et obstétrique. Ce qui est très critiqué là, nous, on commence à nous l'imposer, 15% de la dotation, c'est complètement fou. Donc de la psychiatrie au rendement aussi, qui va arriver très bientôt. Voilà, je vais quand même préciser aussi qu'il y a une manifestation santé qui s'annonce pour le jeudi 15 octobre. Voilà, c'est parmi les dates à venir. On va la noter. Merci beaucoup à la présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie, Delphine Glachon. Merci beaucoup d'être venue en plateau de Vivre avec les VIH. On salue aussi notre Christian de Nîmes. Merci Christian pour ta participation et je te dis à bientôt. Mais oui, merci également. Vraiment, chaque fois que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice, lorsque vous m'inviterez, je serai toujours présent. Avec plaisir, merci beaucoup. On continue avec Vivre avec les VIH. Je vous laisse avec une petite pause musicale. I'm sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, just watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Oh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. My home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just sitting on the dock of the bay,
watching the time roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones. This loneliness won't leave me alone. So 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Come on, oldest. Et c'est le moment que vous attendez depuis le début, je le sais, les annonces du cœur. Alors, comment faire pour écrire une annonce? Il faut aller sur notre site internet, dans l'onglet où il y a un petit cœur, annonce. Il faut s'inscrire avec un mot de passe, une adresse mail valable, ou bien vous pouvez vous inscrire à travers Google, Facebook ou Twitter. Et une fois validé votre inscription, vous pourrez écrire votre première annonce. Soyez patient parce que l'annonce ne va pas apparaître tout de suite. Il va être lu et du coup validé par nos soins. Et du coup, attendez quelques temps, 1 heure. Si c'est le week-end, attendez un peu plus. Mais après, il sera bien en ligne et vous pourrez surtout lire les autres messages, répondre, échanger. Si vous avez un souci de confiance, laissez intervenir notre équipe. Du coup, ça suffit juste de dire je voudrais rencontrer cette personne. Est-ce que vous pouvez nous mettre en contact? Et si vous avez des soucis pour écrire les messages, vous pouvez nous contacter au 01 40 40 90 25. Alors, comme d'habitude, j'ai voulu quelques messages pour aujourd'hui. Sonia, salut à tous. Je suis nouvelle, j'ai 27 ans, séropositive. Je cherche un homme dans la même situation que moi pour une relation sérieuse et à long terme. Les blagueurs, s'abstenir. Et je continue. Salut, je suis une jeune femme de 30 ans vivant en Côte d'Ivoire, célibataire sans enfants, qui désire avoir des enfants et fonder un foyer avec un homme du même statut que moi pour une relation sans stress, fatiguée de vivre seule. Écris-moi si tu es intéressé. Bonjour à toi Kimélie, je suis Vicky, jeune femme d'origine camerounaise de 36 ans, j'habite à Paris et je pèse 59 kg pour 1m60. Je suis à la recherche de mon autre moitié, je l'imagine chrétienne, posée, prête à construire une vie à deux et avoir des enfants. J'aimerais qu'il soit grand, plus d'1m70 et qu'il ait entre 36 et 44 ans. Vicky, elle a des idées très précises. Si tu t'es reconnu dans cette description et tu habites en Île-de-France, tu prévois de t'installer, alors n'hésite pas à m'écrire.
Salut, moi c'est Muriel, j'ai 23 ans, je vis au Cameroun, je cherche une relation sérieuse pour aboutir au mariage. En fait, je suis détente claire, très sympa et simple, toujours à l'écoute. Pour moi, l'âge ne compte pas, la distance non plus. Comme je dis toujours, la vieillesse c'est dans la tête. S'il vous plaît, annonce très sérieux. Et le dernier message d'aujourd'hui, femme de 50 ans, très indépendant, ouvert d'esprit, recherche un homme entre 50 et 55 ans pour partager les petits plaisirs de la vie. Pour qui me contactera, j'espère que tu aimes échanger, partager, rire et débattre sur divers sujets. Entre dans une démarche dynamique face aux défis de la vie, dépassement de soi, évolution des carrières, curieux passionnés, les savoir-vivre et le savoir-être retiennent mon attention. Et nous passons à la dernière rubrique pour aujourd'hui. Je laisse la parole à Sarah pour les infos de la semaine. Alors que l'épidémie de Covid-19 continue son chemin, avec son lot d'incertitudes sur une éventuelle deuxième vague cet automne, une autre épidémie saisonnière est sur le point de faire son arrivée. L'épidémie de grippe en France survient chaque année au cours de l'automne et de l'hiver et touche entre 2 et 6 millions de personnes. Tous les ans, une grande campagne de vaccination est réalisée. Celle de 2020 doit démarrer le 15 octobre en France métropolitaine. Nous le savons, les modes de transmission et les symptômes de la grippe et du SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, sont très similaires et risquent de rendre difficiles les diagnostics et suivis des deux épidémies en même temps. La grippe est une maladie contagieuse. Comme la Covid-19, elle se transmet par voie aérienne, comme la projection de sécrétions par les postillons, la toux ou encore les éternuements. Par contact rapproché avec une personne qui a la grippe, ou par contact avec les mains ou des objets contaminés, comme vos poignées de porte ou encore vos couverts par exemple. Après la contamination par le virus de la grippe, la maladie se déclare sous 48 heures en moyenne. Les personnes infectées restent contagieuses jusqu'à 5 jours après le début des premiers signes et jusqu'à 7 jours chez l'enfant. Or, la grippe peut être grave, voire mortelle en particulier chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques. Des complications peuvent alors apparaître telles qu'une infection pulmonaire grave ou l'aggravation de la maladie chronique dont on est atteint. L'hiver dernier, l'épidémie de grippe a débuté en novembre 2019. Elle a atteint son pic en février 2020 et s'est terminée en mars. Elle a duré plus longtemps que celle de l'hiver 2018-2019, mais elle a été bien plus clémente. En février 2020, 530 cas graves étaient admis en réanimation depuis début novembre 2019 et 44 décès étaient rapportés, soit 2 à 3 fois moins que l'hiver 2019. Une grande majorité des hospitalisations a concerné des personnes non vaccinées. La vaccination reste donc la solution de prévention individuelle à privilégier pour les personnes à risque. La vaccination contre les virus grippaux saisonniers concerne les personnes fragilisées vis-à-vis de l'infection et à risque de complications. Le schéma de vaccination chez les personnes adultes est le suivant: une dose annuelle. Le vaccin est pris en charge à 100% par l'assurance maladie pour les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles il est recommandé. Il est important de rappeler qu'en aucun cas le vaccin ne peut provoquer la grippe, car il ne contient qu'une fraction inactivée du virus. Cette vaccination est recommandée dans le rapport d'experts sur le VIH. Un des rares bienfaits de la crise sanitaire liée à la Covid-19 est sans doute la généralisation des mesures barrières utilisées pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, donc le lavage des mains, gel hydroalcoolique et la distanciation physique, qui devrait en toute logique faire également barrière à la transmission de la grippe.
Donc, retard pour le cannabis médical. Dans une tribune publiée le 8 septembre dans Le Parisien, des médecins, chercheurs, sociétés savantes, associations demandent au gouvernement de tenir ses engagements en mettant en place dès janvier prochain l'expérimentation du cannabis à usage médical. Il est né un mouvement de protestation car la situation est actuellement bloquée et donc pas d'expérimentation pour le moment. Celle-ci devrait concerner à minima 3000 personnes souffrant de douleurs chroniques neuropathiques, de contractions musculaires douloureuses chez les personnes atteintes de sclérose en plaques ou avec des lésions médulaires, d'épilepsie résistante, de complications liées au cancer et aux chimiothérapies et de personnes en situation palliative. Mais pour cela, encore faudrait-il que l'expérimentation puisse avoir lieu. Le décret d'application de cet article 43 est attendu depuis plusieurs mois. Sans ce décret, il est impossible de mettre en œuvre cette expérimentation, car l'étape cruciale de la sélection et de l'autorisation de ces médicaments, qui seront prescrits aux patients, ne peut être réalisée. Par ailleurs, nous ne pouvons que regretter un arbitrage à 0 € concernant le financement de cette expérimentation qui doit mobiliser pendant 2 années sur tout le territoire français plusieurs milliers de professionnels de santé volontaires. Cela met aussi la France en situation de dépendance face à des acteurs privés étrangers et de leur bon vouloir de fournir gracieusement leurs produits et dispositifs médicaux. Dénoncent les signataires de la tribune dans Le Parisien. Comment expliquer le blocage ? Ce qui bloque, c'est la volonté politique, avance Bertrand Rambaud, président de l'association alternative Cannabis Thérapeutique, qui acte la peur des politiques de voir le cannabis médical être le premier pas d'une légalisation du cannabis récréatif. Alors que le gouvernement a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants une priorité. Contractée par Le Parisien, la Direction générale de la santé assure qu'une publication du décret est visée pour le mois de septembre. Le Conseil d'État vient d'être saisi pour validation et le début de l'expérimentation est toujours prévu pour janvier, confirme-t-elle. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui, Vivre avec le VIH. Merci à Sarah qui est restée jusqu'à la fin, que nous a lu les dernières infos de la semaine. Merci Sarah. Merci à toi. À la prochaine. Et je vous dis aussi à la semaine prochaine pour Vivre avec le VIH. Si vous voulez écouter cette émission, si vous avez raté le début ou au milieu, ou si vous cherchez des anciennes émissions, je vous donne rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net. À bientôt. Says, baby.